Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Une famille de Bretagne. René Constant Le Marant de Kerdaniel, objet de cet ouvrage, appartenait à une famille de Bretagne, originaire de Morlaix depuis le XIVe siècle, précisément du Trégor qui est situé à l'est de la rivière de Morlaix et qui dépendait de l'évêché de Tréguier, par rapport au Léon qui est situé à l'ouest de cette même rivière. La famille Le Marant apparut après deux périodes très contrastées de la Bretagne, celle des trois premiers ducs Jean et d'Arthur II, puis celle qui suivit le décès de Jean III. Les trois premiers ducs Jean, ainsi qu'Arthur II, 1237 à 1341, régnèrent sur la Bretagne en administrateurs compétents, pacifiques et prudents vis-à-vis de la France et de l'Angleterre, tout en agrandissant adroitement le domaine ducal. La Bretagne adopta un symbole de pureté, l'hermine. Ce symbole fait partie des armoiries des Le Marant portées jusqu'à maintenant. L'azur à tête d'aigle arrachée d'argent, posée en profil, accompagnée de trois molettes du même posées deux en chef et une en pointe et un canton mi-parti de Bretagne et de Rohan, au premier d'hermine et au second de gueule à 9 macles d'or posés en pal 3 et 3. Devise et mat en bas breton, bona voluntate en latin, bon vouloir en français. À cette époque la Bretagne avait une vie calme avec des villes prospères comme Morlaix. Les forêts reculaient, les moulins à eau et à vent se multipliaient, la flotte formée de petits bateaux était importante. Le commerce maritime avec l'Angleterre et le reste de l'Europe augmentait. L'agriculture croissait. Les textiles se développaient, en particulier la toile bretonne qui était très appréciée. Après ce siècle de prospérité et de calme, la Bretagne va vivre une période troublée au décès de Jean III. Il mourut en 1341, sans héritier direct et sans avoir désigné son successeur. Une guerre de succession s'engagea alors entre deux prétendants au trône de la Bretagne. Jean de Montfort soutenu par les Anglais et Charles de Blois par les Français. Leurs deux épouses, Jeanne de Penthièvre, surnommée Jeanne la Foudre et Jeanne de Flandre dite Jeanne la Flamme, agirent en passionnariat et défendirent bec et ongles les droits de leur mari. Les deux Jeannes vont mettre la Bretagne à feu et à sang. Une autre Jeanne au tempérament de feu se manifesta tumultueusement en Bretagne pour défendre l'honneur de son mari, la Vendéenne Jeanne de Belleville. Le roi de France, Philippe VI, fit décapiter Olivier de Clisson, son époux, soupçonné de trahison avec les Anglais. Par vengeance, Jeanne arma un bateau puis une flottille, et partit à l'assaut des navires battant pavillon français sur les rivières bretonnes et sur les côtes atlantiques en 1343 et 1344. Cette lionne sanglante massacrait l'équipage, leur coupait les pieds, jetait les corps à la mer puis coulait le navire. Elle ne laissait que débris et cadavres. Au cours du long conflit de succession au trône de Bretagne, eut lieu le légendaire combat appelé le combat des 30. En 1351, un baron de Bretagne, Jean de Beaumanoir, partisan de Charles de Blois, capitaine du château de Josselin, reprocha à Sir Richard Bambourgh, gouverneur anglais de la place forte de Ploërmel, de maltraiter les marchands et les paysans bretons. Une dispute s'ensuivit. Beaumanoir provoqua vertement Bambourgh. Il fut décidé de s'affronter entre Josselin et Ploërmel. 31 Bretons commandés par Beaumanoir affrontèrent 31 hommes commandés par Bambourgh. La petite troupe de Bambourgh était composée de 20 Anglais, 6 Allemands et 4 Bretons. D'après le chroniqueur Froissart, les combattants étaient armés à leur gré d'épées, de lances, de poignards, de sabres courts et recourbés comme des cimeterres. Sans rentrer dans le détail de ce combat au corps à corps, d'une grande sauvagerie, où Bambourgh eut la tête tranchée, citons cet épisode épique. Beaumanoir blessé, épuisé par la chaleur, réclama à boire. Un de ses compagnons lui aurait répondu « Bois ton sang, Beaumanoir, et la journée est à nous ». Beaumanoir sortit en effet vainqueur de ce combat. Cette victoire bretonne ne régla hélas rien du conflit entre les prétendants à la couronne de Bretagne. Les affrontements continuèrent jusqu'au premier traité de Guérande de 1365. Ce traité mit fin à la guerre de succession. Bien qu'à ce jour aucune archive n'ait permis de le vérifier, la tradition familiale place un ancêtre de Le Marant sous les ordres de Beaumanoir lors de ce combat. C'est finalement le camp de Jean de Montfort qui l'emporta et c'est son fils, appelé Jean IV, qui régna sur la Bretagne. Après un début difficile dans l'administration du duché, la paix fut signée avec la France à Guérande en 1381.
La Bretagne fut à nouveau indépendante et en paix pour quelque temps, et elle retrouva sa prospérité. C'est en 1380 que le premier aïeul de René Constant fut identifié, Alain le Marran. Il épousa en 1405 Jeanne Tréadec, puis Péronne Prigent dont il eut Pierre. Il fit exempter d'impôts son métayer à Pénanvern en Plourin-les-Morlaix. Il fut comparant à la Réformation de 1427 à Pénanvern en Plourin. C'est ainsi que les Le Marran prouvèrent dès 1427 leur filiation noble. Rappelons que les souverains de l'époque ordonnèrent périodiquement des réformations, qui avaient pour but de déceler les usurpateurs de noblesse. Ces recherches étaient destinées à découvrir les personnes qui s'étaient indûment affranchies du paiement des fouages, tailles, subsides et autres levées de deniers, dont la noblesse était exemptée. En contrepartie, les nobles avaient l'obligation de servir en armes, quand était convoqué le banc de guerre. Les gens de guerre et l'état de leur matériel de combat et de leurs chevaux étaient recensés dans des revues appelées montres. Les montres, comme les réformations, étaient organisées périodiquement. Jean le Marran, seigneur de Pénanvern, dépendant du fief de Baudister, comparut à la montre de 1481 à Lannion. Pierre le Marran épousa en 1428 Jeanne de Tromelin. La parenté avec le valeureux enseigne de vaisseau Jean-Marie de Tromelin reste encore à préciser. Rappelons que Jean-Marie de Tromelin ramena en 1776 les survivants des esclaves oubliés 15 ans auparavant sur une île qui porte depuis son nom. Une alliance étendit l'implantation de la famille dans Morlaix. Guillaume le Marran, seigneur de Pénanvern, épousa le 4 avril 1618 Anne-Marie Pinard, fille du seigneur du Val. Cette union permit à la famille d'acquérir par succession le manoir du Val, appelé par la suite Val-Pinard proche de Kerdaniel. L'histoire de la Bretagne pendant le XIVe et le XVe siècle a connu beaucoup d'évolutions. Le duc Jean IV, conscient de ses erreurs passées quand il avait trop favorisé les Anglais, gouverna le duché avec sagesse en ménageant le camp français et le camp britannique. Son fils Pierre lui succéda en 1399 sous le nom de Jean V et régna jusqu'en 1442. Il apporta à la Bretagne tranquillité et prospérité, comme les 3 premiers ducs prénommés Jean. C'est un administrateur habile, prudent et calme. La Bretagne comptait environ 1,2 million d'habitants tandis que la France en avait 9 millions en 1400. Morlaix avait 4 000 habitants alors que Nantes n'en avait que 15 000 et Paris 300 000. L'agriculture se développait sur une terre fertile. Les toiles tissées à Morlaix, fougères ou vitrées étaient renommées dans toute l'Europe. La flotte bretonne composée d'environ 2000 petits navires était active en Angleterre, Espagne, Portugal et Bordeaux. Elle assurait entre autres le commerce du sel, du drap, de l'étain, du vin, des légumes. Le fouage, l'impôt par foyer, continuait d'être un système fiscal efficace. Partout des abbayes, des chapelles et des calvaires étaient construits. Toute personne d'importance, négociant ou noble, offrait un vitrail, une statue ou faisait un don. C'est ainsi que Jean le Marran, seigneur de Pénanvern, offrit 20 livres pour la reconstruction de l'église de Saint-Mélène en 1489. C'est la famille qui a financé dans cette même église la chapelle Saint-Yves, y faisant figurer sur une fenêtre près de l'autel les armes de la famille Le Marran. Dans cette Bretagne calme et prospère, les Le Marran possédaient dans le sud-est de Morlaix, manoirs, métairies et moulins à eau sur la rivière du Jarlot. La famille vécut successivement sur plusieurs seigneuries, dont celle de Pénanvern en Plourin, Kerborio en Plougonvin, Val-Pinard près de Saint-Mathieu de Morlaix, Kerdaniel près de Ndé-du-Mur, Coat-Salvert, Boissauveur, paroisse de Lanmeur. Louis Le Guénec, l'un des meilleurs érudits finistériens de la première moitié du XXe siècle, a dessiné plusieurs de ces manoirs. Ces dessins nous ont permis de nous rendre compte de la modestie de la plupart de ceux-ci. Depuis, plusieurs ont été bien conservés, comme Tromelin, d'autres tombèrent en ruine ou furent détruits comme Kerdaniel sur le terrain duquel a été édifié maintenant un lotissement. D'autres encore furent reconstruits au XIXe siècle en grandes maisons d'habitation, comme Pénanvern, pas loin du Moulin Marran. Kerbiriou a gardé une très belle chapelle du XIVe. Le nom de Pénanvern a été porté par la famille jusqu'au XVIIIe siècle, remplacé ensuite par celui de Kerdaniel. Manoir de Val-Pinard. Manoir de Kerdaniel, dessin de Marc Joubert à partir de dessins de Louis Le Guénec, collection privée. Cette famille vassale d'un grand seigneur de Bretagne,
dont le nom n'a pas été retrouvé, a vécu à ses débuts, principalement de ses terres et moulins. Elle faisait partie au XVIe siècle des familles aisées de Morlaix, sans avoir pour autant une grande fortune. Après le rattachement du duché de Bretagne au royaume de France, la famille n'était toujours pas fortunée mais nombreuse. Guillaume le Marrant, écuyer, seigneur de Penanvern, de Valpinard, du Cosquet et de Breventeck, épousa à Morlaix, le 13 mai 1673, Anne-Renée de Querot de Boissauveur, âgée de 14 ans. Ils eurent 14 enfants, 7 garçons et 7 filles. Pour se soulager du coût de l'éducation de ses enfants, il prouva la filiation de 7 générations de noblesse de sa famille, nécessaire pour faire admettre 3 de ses filles à la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, Nicole Françoise et Marie-Renée qui prirent le voile respectivement en 1707 et 1715 et Françoise Louise. Il faut croire que l'éducation religieuse dans cet établissement a porté ses fruits. 3 autres demoiselles de la famille furent admises dans cet établissement créé en 1686 par Louis XIV, à la demande de Madame de Maintenon pour les familles nobles peu aisées. Parmi les 7 garçons, Guillaume fut recteur de Pleumeur, actuellement Pleumeur-Baudou, Vincent fut officier au régiment du Berry, Nicolas, enseigne de vaisseau et Pierre-Joseph fut l'ancêtre de la génération actuelle. Le port de Morlaix était un lieu de relâche très fréquenté, notamment par les capitaines corsaires. C'étaient des particuliers qui commandaient un bâtiment armé en guerre pour faire la course sur les ennemis, avec l'autorisation du roi donnée par une lettre de marque, dont la durée était limitée. Le plus connu des capitaines corsaires est Jean Coëtanlem, surnommé par ses contemporains le roi de la mer. Malgré l'activité du commerce maritime pratiqué par les armateurs morlaisiens et la guerre de course, les Lemarrant de Kerdaniel ne furent attirés vraiment par la marine qu'au XVIIIe siècle, quand Étienne Louis, 1735 à 1818, avait élu domicile à Lorient. Le port de Morlaix, 1776, dessin de Marc Joubert, collection privée. Avant que ne fût établie la ville de Lorient, en juin 1666, Louis XIV décida l'installation des chantiers navals de la Compagnie des Indes créée par Colbert sur les landes du Fauedic et sur la ville de Port-Louis. Cette implantation bénéficiait d'atouts considérables. C'était une région aux traditions maritimes très anciennes, accoutumée aux usages de la mer. Le cabotage était très important autour de Port-Louis, Hennebon et Pleumeur, bien intégrés aux circuits commerciaux. La pêche à la sardine était très active. De petits chantiers navals existaient dans certains ports de ce littoral sud de la Bretagne. Cabotage et pêche formaient des gens de mer aux compétences et savoir-faire nécessaires pour la marine. Les caboteurs et les pêcheurs pouvaient devenir de bons matelots. Les employés des petits chantiers et les paysans du littoral étaient habitués à travailler le bois et le fer et pouvaient devenir de bons ouvriers de la construction navale. La Compagnie des Indes disposait dans cette région d'un réservoir de main-d'œuvre au savoir-faire intéressant pour son chantier naval et l'équipage de ses futurs vaisseaux. Les ressources agricoles étaient multiples dans le sud de la Bretagne. Grains, céréales, chanvre, bois. La pêche était aussi abondante. Aussi la Compagnie des Indes bénéficia autour de son site du Fauedic et de Port-Louis, d'une terre et d'une mer nourricière pour son personnel. Enfin, les autres ports du littoral sud étaient confrontés à l'envasement de leurs rades, comme au nord celui de Morlaix. Aussi le développement du port de Lorient ne pouvait qu'être souhaité dans cette région. Le chantier naval de la première Compagnie des Indes profitera de tous ses atouts pour prospérer et passer petit à petit d'une ville-chantier à la naissance d'une ville nouvelle, Lorient. Mais sous le poids des dettes, la compagnie devra céder son arsenal à la marine, et son monopole avec les Indes aux négociants malouins. Une seconde Compagnie des Indes fut créée en 1719 par l'Écossais John Law. Elle avait beaucoup de biens, une flotte importante et le monopole du commerce avec la plupart des colonies françaises. Toute la construction navale et les mouvements des navires étaient opérés sur l'Orient qui deviendra ville en 1738. En temps de guerre, les chantiers réparaient les navires ou en construisaient d'autres. En temps de paix, c'était l'activation des opérations commerciales et coloniales. Hélas, la guerre de succession d'Autriche, 1739 à 1748, la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, la concurrence des manufactures nouvelles et des compagnies étrangères et la fin du monopole amenèrent la liquidation de la compagnie en 1770.
Mais l'Orient conservera sa vitalité et son attraction grâce aux constructions navales et aux armements des navires, notamment pour l'océan Indien, qui ne cessèrent de croître. Une troisième compagnie des Indes fut créée par Calonne le 14 avril 1785. Elle commandait la construction de gros porteurs à des chantiers privés. Le port de l'Orient servait de base pour le transport des troupes et l'approvisionnement des colonies américaines pendant la guerre d'indépendance américaine. Tout ceci amena un regain d'activité et l'Orient devint un port d'envergure internationale en liaison avec tous les continents: l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Il n'était pas étonnant qu'Étienne-Louis le Marans de Kerdaniel, étant l'aîné de la famille, vint s'établir dans cette ville nouvelle et dynamique de Bretagne qu'était l'Orient. Il n'était pas surprenant non plus qu'il ait épousé le 14 mai 1735 la fille d'un officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes, Jeanne-Marie Céleste Buzeaud. Ils eurent 5 enfants dont 4 garçons qui se tournèrent vers la marine royale. Gabriel, René Constant, objet de cet ouvrage, né le 10 août 1777, Casimir Marie, Auguste et Céleste Marguerite, appelé le Marans de Boissauveur, du nom du manoir familial appelé à l'origine Coat-Salver. Elle voulait se distinguer ainsi de ses frères. Au moment des troubles de la Révolution, Étienne était trop âgé, et ses enfants trop jeunes pour émigrer. C'est dans cette famille de Bretagne, passée de Morlaix à l'Orient, passée d'une Bretagne indépendante à une région annexée au royaume de France, passée d'un régime monarchique à un pouvoir révolutionnaire, que René Constant a débuté sa vie, tourné vers la marine royale. C'est probablement pour des raisons économiques que René Constant entra à 13 ans comme mousse dans les forces navales de la France. Pour ne pas le confondre avec ses frères et par simplification, il sera appelé René Constant dans la suite de ce livre qui raconte sa vie de marin courageux, intrépide et victorieux sur tous les océans, depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'au Second Empire. Port de l'Orient 1776, dessin de Marc Joubert, collection privée. 2. Premiers embarquements. On peut dire que la carrière du futur amiral baron Le Marans de Kerdaniel ne va pas débuter sous les meilleurs auspices. En effet, le bâtiment sur lequel il embarque va s'échouer à la première sortie. René Constant venait d'avoir 13 ans, lorsqu'il embarqua le 1er septembre 1790 comme mousse sur la Gabarre le Rhône. A-t-il été poussé dans cette voie par son père, qui a eu une carrière d'administratif dans la marine à l'Orient? A-t-il voulu embarquer pour soulager sa famille, qui avait tant de bouches à nourrir? Rêvait-il d'autres horizons? On ne le sait pas, et il ne l'évoque pas dans ses mémoires. Après quelques jours à quai, où il a le temps de visiter le bord et voir quelles seront ses tâches, il est tout heureux le 20 décembre de son premier appareillage de l'Orient pour Brest, sous le commandement du lieutenant de vaisseau de Sébire de Beauchesne. La navigation débute bien, mais dans la baie d'Audierne, le bâtiment est obligé de mouiller en raison de la faiblesse du vent et d'un courant contraire. Un vent de suroît se levant, l'équipage remit les voiles vers minuit et courant petit largue franchit le raz de Seine et vers 2 heures du matin se présenta aux abords du Toulinguet. Il fait nuit, le vent a forci, à l'approche du goulet et de tous les cailloux environnants. Le capitaine a rappelé tout le monde sur le pont et mis du renfort à la veille de vent avec en particulier un pilote connaissant bien le secteur. Toujours est-il que dans le chenal, le pilote à l'avant signala de venir en grand sur tribord. Dans le vent et le bruit de tempête, le timonier à la barre ne comprit pas la manœuvre qui lui était ordonnée et mit la barre à contresens. Le bâtiment vint alors sur la gauche et sans qu'il ait été possible de réparer cette erreur, se retrouva drossé sur la roche du Corbeau, qu'il aborda vent-arrière à grande vitesse. Il heurta la roche et commença à se désintégrer sous l'assaut des déferlantes. Le commandant, présent sur la dunette, fit rappeler tout le personnel et eut le temps de faire mettre à l'eau le grand canot, sur lequel une vingtaine de marins embarquèrent pour aller chercher du secours à Camaret. Quant au reste de l'équipage, la seule solution était de chercher à atteindre la roche du Corbeau et s'y installer en attendant les secours. Ce qui fut fait grâce à l'installation d'un va-et-vient qui prit beaucoup de temps en raison des conditions météorologiques et l'imminence du danger mortel auquel tous pensaient. René Constant estime dans ses souvenirs qu'il dut à la providence d'être sauvé. Il se trouvait au moment du choc dans les bas aubans, au clair de lune, voyant des hommes se hisser sur la grande vergue, il les imita et atteignant le va-et-vient se hissa sur la roche comme le reste des hommes.
Le séjour sur la roche du Corbeau dura 57 heures dans l'attente des secours. Il était nécessaire à marée haute de remonter sur la partie émergée de la roche et cet emplacement ne pouvait convenir qu'à une vingtaine de personnes. Lorsque les secours arrivèrent, en provenance de Camaret, mais aussi des chaloupes des bâtiments de l'escadre, les hommes rescapés épuisés par le froid ne pouvaient plus réagir et il fallut leur prodiguer des soins et les aider à monter dans les chaloupes et les barques de pêche qui avaient volé à leur secours. Bougainville sur le Majestueux, dans sa lettre au ministre, écrit « Monsieur de Sébire de Beauchesne, mourant de fatigue, est sauvé ainsi que tout son équipage. Il me charge de vous rendre compte qu'ils doivent leur salut au chevalier de Bédé, sous-lieutenant de vaisseau de la 5e escadre. Il a eu le courage à 3 heures après minuit, le gros temps et les ténèbres augmentant l'horreur du naufrage, de se dépouiller, de se jeter à la mer, gravir sur une roche et y établir un va-et-vient à la faveur duquel matelots et officiers se sont sauvés comme par miracle, car la mer brisait avec force. Ce sont des bateaux de Camaret qui sont parvenus à retirer les hommes de la roche, et M. Pellegrin, commissaire de Camaret, ne saurait être trop loué pour le zèle, l'activité et l'intelligence qu'il a montré dans cette occasion. Toutes les embarcations ramenèrent à Brest les rescapés. Après quelques jours à terre pour reprendre ses esprits, René Constant va embarquer le 15 janvier 1791 comme novice sur la frégate La Réunion, commandée par le lieutenant de vaisseau Quérébart. Cette frégate fait partie de l'escadre commandée par le chef de division de Girardin transportant des troupes de Brest vers la Martinique. Les mouvements de cette escadre avaient été ordonnés par le roi Louis XVI, pour ramener l'ordre après les soulèvements des esclaves à Saint-Domingue, et au début de troubles dans toutes les îles des Antilles suite à l'abolition de l'esclavage. La frégate a, comme les autres vaisseaux de l'escadre, un effectif sur le pied de paix, afin de laisser d'autant plus d'espace pour les troupes embarquées. L'expédition quitte Brest le 5 février 1791, et après une traversée sans histoire, arrive à destination le 15 mars et dès l'arrivée débarquent des troupes pour reprendre 2 forts dans la baie de Port-Royal. Le 6 avril est envisagé l'envoi de la frégate La Réunion, avec 3 compagnies du régiment du Rouergue, vers Saint-Domingue. Cette proposition est rapidement annulée, et après avoir mis à terre les troupes embarquées, le commandant reçoit l'ordre de prendre à son bord le gouverneur de Damas pour le ramener en France, dans tel port qu'il jugerait à propos de choisir. La frégate appareille de la Martinique le 29 avril et mouille à Cherbourg, après une traversée sans encombre, le 6 juin 1791. De Cherbourg, elle appareilla pour Brest où elle désarma le 1er juillet 1791. À peine débarqué de la frégate, René Constant est envoyé, toujours comme novice, sur la Gabarre le Barbeau, commandée par Corbel de Quérillo, sur laquelle il embarque le 25 juillet. La mission de cette gabarre va être de transporter des troupes vers Saint-Domingue, toujours en ébullition. Est embarqué un bataillon à 5 compagnies du régiment de Beauce. Les troupes à peine débarquées au Cap Français, la gabarre va rester sur place pour des missions ponctuelles de transport de matériel ou de personnel, en fonction de la situation dans l'île où l'insurrection n'est pas matée. En février 1792, ayant reçu mission d'aller chercher de la farine dans le nord, la gabarre appareilla. Dans la nuit du 25 au 26 février passant à proximité des îles Turks, le bâtiment s'échoua sur le banc du mouchoir carré. Tous les efforts pour déséchouer la gabarre s'étant avérés vains, l'équipage embarqua dans les canaux du bord et se dirigea vers les îlots les plus proches. Vers 8 heures du matin, un sloop américain qui se trouvait sur leur chemin les rencontra et ramena l'équipage au Cap Français. Cet événement dramatique, heureusement sans pertes humaines, aurait pu être évité si le bâtiment avait évité de passer si près de terre. Le capitaine dut passer devant un jury militaire pour rendre compte du fait qu'il était redevable de la perte du vaisseau qu'il commandait. René Constant restera à Saint-Domingue 1 mois, embarqué sur le vaisseau Léole, puis va embarquer sur la flûte le Marsouin dont le capitaine Boissauveur est son oncle. Ce bâtiment appareilla du Cap Français le 8 mai pour rapatrier des malades vers Brest. À l'approche des côtes françaises, le capitaine, en raison de la faiblesse des vents, du manque cruel de vivres frais et de la faiblesse des malades, se dirigea vers l'Orient où il arriva le 29 juin 1792. À l'issue de ces embarquements, envisageant une carrière dans la marine, René Constant suivra, pendant près de 2 ans, des cours de mathématiques. 3 Prairial.
Après ses embarquements sur des petits bâtiments et les 2 années de formation aux mathématiques et dans les sciences, René Constant passa en mai 1794 l'examen pour devenir aspirant de marine. Fort de son passé et de ses précédentes navigations, il fut admis dans la marine comme aspirant de marine de 2e classe. Il fut désigné pour rallier le vaisseau de 118 canons La Montagne, dont le commandant était le capitaine de vaisseau Bazire et sur lequel l'amiral Villaret-Joyeuse avait sa marque. Ce fut pour lui un grand changement. En effet, sur un petit bâtiment, habitué aux missions courtes en région brestoise, il avait des responsabilités importantes du fait du petit nombre de gradés à bord. Maintenant, sur un 3-ponts, entouré d'un équipage de plus de 1100 hommes, ses tâches allaient devenir plus obscures au milieu des grands événements qui se préparaient. Ayant peu de pratique, il ne lui était pas possible de s'intégrer dans les équipes chargées de mettre en œuvre l'artillerie. Aussi fut-il certainement désigné pour un poste à la dunette auprès des officiers afin de transmettre les ordres ou suivre la situation des bâtiments de l'escadre et être prêt à combattre en cas d'abordage. Quelle est la situation en France, alors qu'il embarque pour une opération qui s'annonce majeure? Au niveau politique, l'Assemblée constituante avait, le 22 mai 1790, lancé une déclaration de paix auprès de toutes les nations européennes. Autant l'Angleterre avait accepté le changement de régime en France sans trop de difficultés, autant son irritation grandit vis-à-vis de la Révolution, suite à la victoire de Jemmapes qui livrait les Pays-Bas à la France. La guerre devenait alors inévitable. Le 1er février 1793, la guerre était déclarée à l'Angleterre. Au plan intérieur, la situation de la marine était très troublée. On ne peut oublier les propos terribles du Comité de salut public, rappelant que « il faut extirper le sot orgueil de la marine. Ce vice de l'ancien régime, si l'on ne prend l'attention la plus sérieuse, s'incrustera et notre marine restera dans l'anéantissement et dans l'humiliation. Les prétentions personnelles, l'orgueil, l'ineptie dans la marine sont aussi dangereuses et peuvent être aussi funestes que la lâcheté. Il faut aussi se rappeler que, dès le début de l'application à la marine des nouvelles directives en termes d'égalité et d'admission de tous aux emplois tant civils que militaires, de graves désordres avaient éclaté dans les ports. À Brest, des officiers furent frappés, l'escadre se mutina en août 1790, à Toulon 2 capitaines de vaisseaux furent pendus. Ainsi, dès 1790, les officiers de marine commencèrent à émigrer, souvent accusés de conspirer contre les patriotes. En janvier 1792, 210 sur 640 officiers basés à Brest étaient à leur poste tandis que 361 étaient absents sans congé. Parmi ceux qui n'avaient pas émigré, certains détestaient le nouveau régime. Paul-Jacques de Bruyères-Chalabre, capitaine de vaisseau, dans la lettre de démission qu'il envoya au ministre après 45 ans de bons et loyaux services, écrivait « L'esprit d'anarchie répandu parmi les soldats et les matelots, les indignes traitements dont sont accablés des officiers, l'influence des clubs, la surveillance dont se sont arrogés des corps administratifs sur des opérations purement militaires, leur autorité souvent en opposition avec celle du roi, toutes ces considérations, monsieur, me déterminent à me démettre de mon emploi. » Olivier Chaline, lorsqu'il décrit la situation de la marine, n'a pas de mots assez sévères pour résumer l'état dans lequel elle se trouve. Peut-on encore commander dans un port? Et même y exercer une quelconque responsabilité? À Brest comme à Toulon, les titulaires se succèdent de plus en plus rapidement tandis que déjà des officiers songent à la retraite. À Paris, la Constituante commence par dénoncer la mutinerie brestoise puis fait bon accueil aux revendications des mutins pour finalement soutenir la municipalité contre le commandement de la marine. Dès lors, il est clair que le gouvernement central a abandonné la hiérarchie navale. À cela, s'ajoutait une grande anarchie dans les arsenaux, tant dans la gestion des constructions en cours que dans l'entretien des bâtiments présents sur rade. On ne peut passer sous silence le rôle de Jambon Saint-André, membre du comité de salut public depuis le 10 juillet 1793, où il prend la charge de la marine, minée par les mutineries d'équipage et par les insubordinations. Il va appliquer à Brest une politique de très grande fermeté avec comme volonté de rétablir l'ordre et traduire en justice tous les fauteurs de troubles. Selon le même auteur cité précédemment, évoquant les propos de Jambon Saint-André. Il faut se débarrasser des ci-devant nobles,
s'appuyer sur le vrai patriotisme qu'on trouvera chez les capitaines marchands, détruire toute opposition au comité de salut public. La discipline doit régner, non dans la neutralité du service, mais dans la politisation complète de la marine. En 1794, quel est l'état de l'escadre? L'amiral Morard de Galles, quittant le commandement de l'escadre, constate dans son rapport l'absence complète d'entraînement et d'expérience des nouveaux commandants et le manque cruel d'exercice dans le domaine tactique. Je n'ai pas vu autant d'abordages depuis que l'escadre est réunie. L'amiral Villaret-Joyeuse prend le commandement de cette escadre dans un moment difficile, où non seulement elle n'est pas du tout opérationnelle, mais où les Anglais eux ont une marine très forte menée par des amiraux au fait de leur expérience et avides de se venger des revers que la France leur a engendrés en Amérique. Il va s'atteler à cette tâche sans perdre un instant. Dans une de ses lettres au comité de salut public où il évoque les progrès des bâtiments placés sous ses ordres, il écrit que « Notre manière d'évoluer aujourd'hui ne ressemble nullement à celle vue précédemment. Il commence à y avoir un peu d'ensemble. Chaque jour apporte un changement sensible et j'ai lieu d'espérer qu'avec la bonne volonté qui règne, nous serons bientôt à même de nous présenter avec succès devant l'ennemi. L'occasion de voir si ces progrès sont devenus réalité va bientôt se présenter. Il reçoit mission de prendre la mer pour assurer la sécurité aux atterrages de la Bretagne d'un convoi de 117 voiles, qui a appareillé des Antilles le 11 avril après avoir chargé des vivres mais aussi du blé acheté aux États-Unis. Ce convoi, attendu avec impatience en raison de la disette qui sévit en Bretagne, est escorté au départ par 6 vaisseaux de 74 et plusieurs frégates sous les ordres de l'amiral Van Stabel. Une division, commandée par l'amiral Nieli, a appareillé en son temps de Brest pour se porter sur l'avant du convoi et renseigner Villaret-Joyeuse de la présence des Anglais. Les renseignements reçus étant que l'amiral Howe a appareillé de Portsmouth avec une escadre chargée d'intercepter et de détruire le convoi, l'urgence parut telle que le comité de salut public finit par se décider. Le salut du convoi est l'unique objet de la sortie actuelle. Villaret-Joyeuse appareille sur la montagne, le 16 mai avec son escadre forte de 28 vaisseaux et de quelques frégates. Jambon Saint-André a embarqué sur le vaisseau amiral. Le 28 mai au matin, l'escadre faisait route vers l'ouest pour aller à la rencontre de la force de l'amiral Nieli, lorsque des frégates qui se trouvaient sur l'avant pour éclairer la marche de l'escadre signalèrent une flotte ennemie. La flotte anglaise comprenait 25 vaisseaux portant 2170 canons, alors que l'escadre française portait 2240 canons. La rencontre se passa à 400 nautiques à l'ouest d'Ouessant. Cette journée se passa en manœuvres diverses des deux escadres, Villaret-Joyeuse entraînant l'escadre anglaise vers le nord de manière à l'éloigner de la route estimée du convoi. Toutefois, à la suite de ces manœuvres, les Anglais au soir virèrent de bord et se rapprochèrent de l'arrière-garde française où un violent combat entre les deux forces se déroula, mettant à mal le vaisseau le Révolutionnaire. Dans ses mémoires, René Constant, en évoquant cette première journée de combat, relate que l'amiral Villaret-Joyeuse fit signal au Brutus de se rapprocher et lui donna l'ordre de vive voix de se porter à l'arrière et de lui faire part de l'action qui était en cours. Ce n'est que le lendemain matin que le Brutus reparut et put faire son rapport à l'amiral, à savoir que le Révolutionnaire, en raison de ses mauvaises qualités nautiques, se trouvait à l'arrière de la formation lorsqu'il avait été attaqué par les 6 vaisseaux de l'avant-garde anglaise. Attaqué de toutes parts, il fut rapidement désemparé, et les conditions météorologiques s'étant dégradées, il se trouva dématé, à la dérive loin de l'action en cours. Le lendemain, l'action devint générale, et les tentatives anglaises de couper la ligne française ne furent pas exécutées correctement et il s'ensuivit une mêlée assez confuse, en raison essentiellement du côté français, de la difficulté pour les capitaines de comprendre la navigation en escadre et l'interprétation des signaux. Villaret-Joyeuse réussit malgré cela à ramener une partie de ses forces à la hauteur de l'arrière-garde et à secourir les vaisseaux qui avaient eu à subir la canonnade anglaise. Dans ses mémoires, René Constant évoque une méprise de l'avant-garde qui se crut victorieuse lorsqu'elle vit les vaisseaux de tête de l'armée anglaise laissés porter dans un virement lof pour lof par la contre-marche. Elle le signala donc à l'amiral que l'ennemi pliait, mais celui-ci ne se méprit pas sur le mouvement des Anglais. Le 1er juin, The Glorious 1st of June pour les Anglais,
la brume s'étant dissipée, les deux escadres se préparèrent à en découdre. O, étant au vent de Villaret-Joyeuse, en profita pour se rapprocher et se mettre en ligne de bataille parallèlement aux Français. O signala alors à ses capitaines d'attaquer en passant en poupe du vaisseau français correspondant à leur position, et de se reformer ensuite en ligne pour combattre sous le vent. La manœuvre anglaise ne fut pas exécutée très correctement, certains capitaines n'en ayant pas compris le sens. Aussi à nouveau 1 heure après le début de l'affrontement, les lignes britanniques et françaises étaient assez mélangées et Villaret-Joyeuse perdit le contact avec plusieurs de ses vaisseaux désemparés par les tirs anglais. À la fin de la journée, celui-ci n'ayant plus qu'une douzaine de vaisseaux en état de combattre se décida à quitter le champ de bataille. O fit de même. 6 des vaisseaux abandonnés amenèrent leurs pavillons. Les pertes sont estimées à 5000 du côté français, tués ou blessés, et près de 1200 du côté anglais. Villaret-Joyeuse, dans l'impossibilité de reprendre le combat, prit la décision de faire route à l'est et de rentrer à Brest. Le temps redevint maniable, et l'escadre put entreprendre des réparations urgentes sur les vaisseaux encore en état de naviguer. Le 10 juin, au large d'Ouessant, elle rencontra l'escadre de l'amiral Montagu, qui avait été détaché par l'amiral O pour reconnaître le convoi. Aucun engagement n'eut lieu. Finalement, Villaret-Joyeuse et le reste de son escadre mouilleront à Berthaume le 12 juin. Quant au convoi, il arrivera le 14 après avoir atterri à Pinmar sans avoir été inquiété. En raison des pertes, de nombreux capitaines eurent à rendre compte de leurs actions devant la commission d'enquête qui eut à statuer sur d'éventuels manquements voire de désobéissance. René Constant, dans ses mémoires, évoque ce combat, le premier auquel il participe, et y fait quelques remarques sur l'attitude des amiraux tant français qu'anglais, sur leurs hésitations et leur manque de jugement. Écrite par un officier général, plusieurs années après les faits et avec la hauteur de vue correspondante, ces remarques d'ordre général n'apportent pas trop de réponses aux questions que l'on se pose sur l'état de la marine et ses difficultés dans cette tourmente révolutionnaire, ni sur son rôle à bord de la montagne. Il rajoute que après le combat, je passai aspirant de première classe. Il en fut très heureux car cela le confortait non seulement sur ses capacités, mais aussi sur le regard que portaient ses chefs sur son avenir dans la marine. 4. Croisière, expédition en 1794. René Constant va débarquer du vaisseau La Montagne le 18 octobre 1794, pour passer sur la frégate La Fraternité, commandée par le lieutenant de vaisseau Paulin Gourège. Ce bâtiment fait partie d'une division navale composée de 6 vaisseaux et 2 frégates sous les ordres du contre-amiral Joseph-Marie Nielly. Cette division rentrait d'une croisière dans l'Atlantique durant laquelle elle avait fait de nombreuses prises. La frégate La Fraternité n'y avait pas joué un grand rôle, ayant cassé son mât de Beaupré et ayant eu des avaries au mât de misaine dans le mauvais temps. Le golfe de Gascogne à cette époque de l'année n'est pas de tout repos, et ayant dû prendre la remorque d'un autre vaisseau le temps d'essayer de réparer puis de faire route vers Brest sous gréement de fortune. La division de l'amiral Nielly va appareiller le 21 octobre pour le golfe de Gascogne et les abords de la Bretagne, entre le cap Finistère et les Sorlingues. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 1794, à 2 heures du matin, la division rencontre 2 bâtiments qui ne répondent pas aux signaux de reconnaissance. Ces bâtiments font route au nord-est. L'amiral, sachant qu'il n'y avait aucune flotte française dans le secteur, va ordonner aux frégates de ne pas perdre de vue les bâtiments suspects, le temps que le jour se lève, tandis qu'il se maintient sous le vent à courte distance. Au petit jour, ces 2 bâtiments sont reconnus anglais. Le pavillon national est hissé, les équipages sont au poste de combat et la chasse commence. Ce sont 2 vaisseaux anglais de 74 canons, l'Alexander et le Canada. Les Anglais, au vu de la situation qui leur était défavorable, firent force de voile. L'amiral Nielly fit signal aux vaisseaux les plus près du Canada, 2 vaisseaux et 2 frégates, de se lancer à sa poursuite, tandis que le reste de la division, 3 vaisseaux et une frégate, manœuvrait pour prendre l'Alexander entre 2 feux. Autant le vaisseau Canada put rapidement s'éloigner, après quelques échanges avec les pièces de chasse de ses poursuivants, autant l'Alexander put être rattrapé par les vaisseaux français qui l'attaquèrent à portée de pistolets les uns après les autres. Le Jean Bar, arrivant le premier à portée de l'anglais,
le canonne mais au bout d'une demi-heure de combat se retire en raison des dégâts qu'il a dans sa mâture. Le Tigre arrivant à portée recommence le combat, mais au bout d'une demi-heure perd son grand mât, sa misaine et la grande vergue. À 1h de l'après-midi, sous le feu du 3e vaisseau français, l'Alexander perd sa grande vergue, ses voiles sont en pièces, sa coque est endommagée par tous les boulets reçus. Aussi, alors que les 2 autres vaisseaux français reviennent à la charge, il amène son pavillon. L'Alexander eut 40 morts et blessés dans ce combat, tandis que les Français avaient près de 450 morts et blessés. La frégate La Fraternité, en raison de l'endroit où elle se trouvait au moment du début de l'action, ne put forcer de voile et s'approcher de la zone de combat. Elle avait, ne l'oublions pas, des problèmes dans sa mâture. Un long débat eut lieu dans la division, pour savoir quel vaisseau français avait eu l'opportunité d'assurer par son action la prise de l'anglais. Ce fut le Jean-Bart qui remporta la palme. Là aussi, un second débat fit rage pour savoir pourquoi il n'avait pas été possible de prendre une position suffisamment avantageuse, en raison de l'importance de la division face à 2 bâtiments, pour s'assurer de la prise de ces 2 vaisseaux. René Constant, qui pour la première fois, voyait une situation tactique très favorable, ne cache pas ses mots de colère devant l'attitude désastreuse de la hiérarchie qui n'a pas profité de l'aubaine. Les vaisseaux anglais étaient si sûrs de leur impunité qu'ils n'ont même pas forcé de voile dès qu'ils ont vu des vaisseaux à proximité qu'ils supposaient être anglais. Leur surprise fut grande en s'apercevant qu'ils étaient à proximité d'une force française supérieure en nombre. Quant à l'amiral Nieli, sachant qu'il commandait la seule force française sur zone, il pouvait durant la nuit prendre une position au vent des 2 vaisseaux, pour lesquels il y avait une très forte probabilité pour qu'ils soient ennemis. Les Anglais revenaient du cap Saint-Vincent, où ils avaient escorté une force de 28 voiles à destination de la Méditerranée. Le 9 novembre 1794, la division mouille à Brest avec l'Alexander. La nouvelle de la prise d'un vaisseau anglais se propage en ville comme une traînée de poudre. En effet, c'est la première fois depuis de très longues années qu'un vaisseau de ligne anglais est capturé par la marine française. Des félicitations officielles en provenance de la Convention seront adressées à la division navale. En Angleterre, cette prise ne fut pas appréciée. Le capitaine de vaisseau Bligh, qui entre-temps avait été promu contre-amiral, passa à son retour à Londres en cour martiale, mais fut acquitté. La frégate, durant les semaines qui suivent, restera au mouillage en assurant des activités d'entretien et de réparation. Par contre, elle est témoin du désastre subi par le vaisseau Le Républicain le 25 décembre 1794. Les bâtiments de l'escadre commandée par l'amiral Villaret-Joyeuse étaient mouillés en rade de Brest et avaient reçu l'ordre de se tenir prêts à appareiller. Il s'agissait pour l'escadre d'effectuer ce que l'on a appelé la croisière du Grand Hiver. Cette croisière a été ordonnée par les autorités alors qu'en général les vaisseaux sont désarmés l'hiver, afin de ne pas les contraindre à affronter les intempéries, surtout en cette période de grand froid et ceci d'autant plus que les rechanges en matériel font défaut et les approvisionnements de vivres sont défectueux. Les vaisseaux, et en particulier le Républicain, avaient à fourcher. Lorsque le signal d'appareillage fut adressé vers 7h30, le bâtiment, après avoir filé ses amarres, commença à virer le câble de manière à hisser son ancre et ensuite faire route vers le goulet de Brest puis le large. Le temps était médiocre, nous sommes en hiver, et le vent d'est était bien utile pour embouquer le goulet aux allures portantes. Le coefficient de marée était élevé, et un fort courant de jusant conjugué aux forces du vent dans la mâture du vaisseau va faire chasser le Républicain de son mouillage, avec 40 brasses de câble encore dehors. Dérivant sans prendre de vitesse vers la terre, l'île Longue selon les souvenirs de René Constant, le pilote fit alors mouiller l'ancre de bossoir bâbord puis celle de tribord de manière à stopper la dérive. Ceci sans résultat. Le pilote va tenter à plusieurs reprises de faire mettre sous voile en hissant le foc et en choquant l'artimon, de manière à permettre au vaisseau d'abattre et de prendre enfin de la vitesse, mais des rafales de vent font que le vaisseau remonte dans le vent sans air au lieu d'abattre. Après un certain nombre d'essais pour mouiller à nouveau puis appareiller pour prendre un peu de vitesse, le pilote fait hisser les focs pour se rapprocher de la partie nord du goulet. Sur le Gaillard, les officiers font part de risque de s'approcher trop près de la roche Mingan. Le pilote déclare l'avoir doublé et vers minuit c'est le choc.
La mise en place de 4 pompes pour arrêter les voies d'eau ne permet pas de dégager le vaisseau, qui à marée basse porte entièrement sur la roche Mingan. La demande de secours est faite auprès des vaisseaux de l'escadre, tandis que tous les sabords sont fermés ainsi que tous les orifices susceptibles de permettre à l'eau de submerger le vaisseau. L'équipage est massé sur le gaillard d'arrière dans l'attente de secours, car à bord, il n'y a plus aucun moyen disponible. La grande chaloupe est restée en réparation au chantier de l'Aninon. Le grand canot s'est brisé sur la roche Mingan au moment de l'échouage. Et surprise, le canot du capitaine a été emprunté vers 8 heures du soir par 3 officiers. René Constant recevra l'ordre du capitaine Gourèges d'armer le grand canot de la frégate pour se porter au secours du vaisseau désemparé. Les instructions qui lui sont données sont peu précises. Il sait seulement qu'il y a un vaisseau en perdition dans le goulet de Brest. Il va lui falloir naviguer au milieu des vaisseaux en train de manœuvrer pour sortir du goulet, et de toutes les embarcations ou chaloupes en provenance d'autres bâtiments de l'escadre. Il se retrouva au bout d'un certain temps, en pleine nuit et par d'affreuses conditions météorologiques, à proximité du Républicain. Ils vont travailler à récupérer les membres de l'équipage entassés sur le gaillard d'arrière. René Constant signala qu'environ 300 hommes, qui s'étaient rendus à l'avant du vaisseau pour étancher les voies d'eau, se sont noyés quand l'avant s'est brutalement immergé à la marée montante. René Constant rejoignit la frégate vers 11 heures du matin, après avoir déposé dans l'arsenal les survivants qu'il avait pu embarquer. Cette croisière ne commençait pas sous les meilleurs auspices, aussi Villaret-Joyeuse fit mouiller l'escadre devant Camaret le temps d'y remettre de l'ordre avant d'entamer les opérations prévues. 3 jours plus tard, l'escadre appareilla pour le large et les abords de l'Irlande. Elle fit un certain nombre de prises, et René Constant eut la satisfaction de recevoir le commandement de l'une d'entre elles. Ces prises furent placées en formation pour soutenir l'escadre, sous la responsabilité de la corvette La Bergère. Les conditions météorologiques devenant exécrables ne permirent pas à ces bâtiments de rester en formation, et ils furent dispersés assez rapidement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.